Bon, on va démarrer, c'est 14 heures. Merci la confrérie de m'accueillir, merci Benoît pour l'invitation. Alors aujourd'hui c'est une petite masterclass. Attendez, je vais mettre un petit réglage technique avant. Je vais couper le son. Tu prends toi. Alors on revient. J'ai coupé le son parce que j'avais un écho. Donc merci la confrérie de m'accueillir, merci Benoît. Donc la masterclass aujourd'hui, c'est pas vraiment une masterclass, c'est un genre de, on va faire un petit melting pot. Donc j'ai pas pris de thème précis. C'est une dégustation commentée. C'est un petit chat. Donc je regardais de temps en temps vos questions ici. Puis j'en ai quelques-unes déjà que vous avez posées sur la confrérie par écrit. Donc j'ai pris ma gamme de produits disponibles et j'ai pris également tout ce qui n'est pas encore disponible. Il y a beaucoup de choses. Vous savez que j'ai une affection particulière pour les brutes de fût. Les brutes de fût, c'est très long à faire, donc il ne m'en reste plus qu'un actuellement en commercialisation. Mais j'en ai beaucoup en fût. On a à peu près ici 300 fûts. Ils ne sont pas tous pleins, mais on a 300 fûts. Une bonne partie qui sont pleins de choses qui ont quelques années, qui sont très bonnes, mais qui sortiront progressivement. Et donc le but c'est de parcourir un peu ça, de voir vos questions, de répondre à vos questions, et on reste ensemble 3 quarts d'heure à peu près, ou une demi-heure, je sais pas, le temps que... Et puis si on a le temps, on fera même un petit tour derrière. La première chose, donc c'est, je vous dis où on est, ici, on est au Château des Cressaux, on est dans la cave, et c'est ce qu'on appelle dans notre entreprise le chai numéro 1, parce que c'est là où j'ai démarré. Le chai numéro 1, c'est derrière en fait. C'est là où j'ai commencé à faire vieillir du rhum. Et aujourd'hui, c'est beaucoup trop petit pour notre production. Donc on a un chai numéro 2 qui est à Marseille, dans le centre-ville de Marseille, qui est un chai qui est creusé dans la roche. Et on a un chai numéro 3 qui est notre principal chai, qui est plus bas sur la propriété, qui sont des anciens squash qui sont au plafond. Donc là, on a des racks qui montent et on a 180 fûts par ancien squash à peu près. Deuxième chose, je vais me présenter un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être qu'il y en a encore. Chose importante, je viens du bar, donc je suis ancien barman, et donc j'ai créé il y a quelques années un bar qui s'appelle le Carry Nation, le bar dans les arbres. Donc j'ai une passion pour le bar. Ce qui fait que j'aime bien faire des blends, parce que c'est quelque part des cocktails de rhum. Et dans le bar, j'ai un attrait particulier ou une passion particulière qui est l'historique, donc l'historique des cocktails et l'historique des spiritueux. Et par la force des choses, comme quand on est passionné en travail, je suis devenu quelque part un petit expert dans ce sujet. Et c'est ce qui m'a amené au rhum. J'ai commencé à faire des liqueurs, des produits anciens, et en creusant l'histoire de Marseille il y avait un très riche patrimoine de rhum. On faisait beaucoup de rhum, de vieillissement de rhum au 19e siècle à Marseille, et tout ça avait disparu. Et donc moi je me suis dit, tiens, c'est dommage, je vais essayer de relancer cette petite tradition éteinte à Marseille, et donc j'ai commencé en 2010-2011 à faire vieillir du rhum. Et entre-temps, j'ai entré dans mon sillage, on est deux vieillisseurs de rhum, okay, ou 2 éleveurs de rhum. Il y a également Manicou et Omanada, avec qui j'ai travaillé. Et puis il y a des rhums arrangés qui s'installent. Là, il y a même des distilleries qui vont commencer à se créer. Donc c'est peut-être une tradition qui renaît. Voilà. Le déroulé de notre petite séance, on va démarrer par les blancs. Et ensuite, on va attaquer des rhums vieux. Et on passera aussi par des spécialités à base de rhum, des liqueurs, des choses un peu particulières, mais qui sont faites sur base de rhum. Et pour démarrer par les blancs, on va démarrer par le tout premier. Voilà. La Dame Jeanne. Alors pour ceux qui ont suivi mes aventures depuis le début, il s'appelait Fresh Cane à l'origine. La Dame Jeanne, c'est un rhum de type agricole, en fait. De type agricole, parce que agricole, c'est une appellation géographique. C'est pas uniquement un style ou une méthode, c'est aussi une appellation géographique, c'est réservé au territoire français et à l'île de Madère. Et donc là, c'est un rhum de type agricole, c'est-à-dire que toute la méthode agricole est respectée, si ce n'est que c'est des rhums de l'île Maurice. Donc c'est des rhums de l'île Maurice, c'est un assemblage
Et j'ai assemblé dans ce produit-là, donc je vais en boire un petit peu. Alors, je ne boirai pas tout parce que j'ai 30 bouteilles et même si le Corona sévit, je veux quand même rester en bonne santé. Donc, dans mon premier rhum, j'ai voulu vraiment mettre en avant un rhum très très expressif, c'est-à-dire avoir des notes agricoles explosives. Les distilleries qui sont assemblées dans ce blend, c'est Chamarel, Île Maurice et Nabourdonnais, également Île Maurice. Et il y a une partie particulière, c'est que dans ce produit-là, il y a du double distillation. Donc il y a du colonne agricole classique, mais Chamarel travaille également la double distillation. Donc là, il y a les deux. La double distillation donne des notes un petit peu beaucoup plus fraîches, qui sentent presque la pomme. Et je trouve que dans un assemblage, ça se marie très bien. Première petite dégustation. Et tous ces rhums agricoles, tous ces rhums blancs, je les embouteille. Je ne sais pas si on voit l'image. La série s'appelle la Dame Jeanne. Parce qu'un rhum blanc, si on fait les choses bien, ça ne va pas directement d'alambic à la bouteille. D'abord, il y a une réduction qui doit se faire. D'alambic, ça sort beaucoup plus fort que de grandes bouteilles. 74, 80, etc. Et quand on le met en bouteille, on va rajouter de l'eau pour faire descendre progressivement le degré. Et surtout, on va laisser un peu respirer, s'oxyder, etc. Et donc, il faut qu'il y ait un contact avec l'air, ça bonifie le rhum. Et donc, les méthodes classiques, c'est de mettre ça en cuve. À Martinique, on brasse le rhum, c'est-à-dire qu'on change de cuve, donc ça l'aère un peu plus. Et moi, j'ai utilisé une méthode qui est celle qui est appliquée pour les eaux de vie de fruits dans l'est de la France, notamment pour le kirsch, pour la mirabelle, c'est que je le fais vieillir en Dame Jeanne. Donc, le Dame Jeanne, il y en a une derrière moi, là, tout au fond, je ne sais pas si on voit. Voilà, il y en a deux. Donc ça, c'est le Dame Jeanne fermé. Et le but, quand on fait oxyder le rhum, on le fait reposer, c'est d'utiliser une Dame Jeanne ouverte. Donc je prends la Dame Jeanne, je la laisse ouverte, je mets un petit verre par-dessus, comme ça, pour éviter qu'il y ait de la poussière qui rentre dedans. Et on laisse comme ça le rhum. Moi, je laisse au moins 6 semaines. Alors, les agricoles un peu moins, parce que si on laisse trop longtemps, on perd le nez exubérant. Les rhums de mélasse, on peut les laisser plus, ça donne beaucoup d'ampleur et ça donne un rhum qui est moins colleux. Je vais voir s'il y a quelques questions. Et puis, je vais finir par casser. Ah oui, vous écrivez trop là. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous réunissez tous les rhums? Oui, enfin, tous ceux que je les réunis. Je connais cette pièce au fond, il n'y a que des commentaires d'encouragement. Merci, il n'y a pas trop de questions, donc super. Donc la série de la Dame Jeanne. Donc un rhum vraiment agricole, ultra expressif. C'est mon favori pour Tiponche. C'est-à-dire qu'un rhum de dégustation blanc, il y en a peut-être qui sont plus délicats. Lui, c'est plus expressif, donc en Tiponche, c'est fantastique. Le deuxième, c'est une petite rareté, c'est un rhum de mélasse. Alors les rhums de mélasse, ça a souvent une mauvaise réputation, à tort. Les rhums de mélasse blancs, à tort, parce que très souvent les rhums de mélasse sont distillés à très fort degré. Et quand on distille à très fort degré, on perd beaucoup d'arômes. Donc ce qu'on entend souvent, c'est que les rhums de mélasse, ça n'a pas de goût, ça sert qu'à faire du cocktail, etc. C'est vrai pour certains, mais la mélasse, ça a beaucoup de goût. Ça a beaucoup de goût si on distille à faible degré, c'est-à-dire si on laisse passer les arômes. Si ce n'est qu'on est sur des arômes qui sont très très différents de type agricole. Là, on a un rhum qui sent la canne fraîche. Là, on a un rhum qui est pâtissier, qui sent le fruit flambé, la banane, etc. Je jette mon verre. Et encore un assemblage. Donc c'est un assemblage de 3 provenances. La provenance reine pour le rhum de mélasse, c'est la Jamaïque. C'est vraiment les rhums les plus expressifs et les Jamaïcains. Après, on a également une distillerie mauricienne qui s'appelle Oxenam, qui fait des rhums de mélasse également très aromatiques. C'est une micro-distillerie, donc à Maurice, c'est la seule petite distillerie. Et troisième provenance, ça c'est important, et je vais insister dessus, c'est Martinique, c'est Baie du Galion. Baie du Galion, c'est une distillerie qui pour moi n'est pas assez reconnue, pas assez mise en valeur. C'est un rhum de mélasse très aromatique, sauf qu'en France, ou en Martinique, on fait tellement la promotion de rhum agricole qu'on cache un peu le rhum de mélasse. Et donc ce rhum de mélasse, il est tellement aromatique que sa principale utilisation, c'est pour aromatiser des rhums de cuisine. Donc des rhums qui ont une mauvaise image chez les dégustateurs. Et pourtant, c'est un produit qui est fantastique. C'est un produit qui est ultra aromatique.
Donc on s'en sert un peu comme une épice justement, mais en dégustation pure, on est dans des rhums de la qualité des grands rhums jamaïcains. Voilà. Donc là j'ai fait un assemblage de 3 rhums de mélasse. Alors c'est des arômes qui sont beaucoup plus lourds, hein, ça reste au fond du verre. Par contre, c'est une persistance en bouche qui est beaucoup plus longue que le rhum agricole. Donc curieusement, hein, souvent on dit que le rhum de mélasse ça n'a pas de goût, mais c'est pas vrai, ça a beaucoup de goût. Mais on est sur des notes très différentes. Ça ne fait pas du tout le bonheur des gens qui veulent du Tiponche ou du planteur. C'est un autre registre. Et ces rhums de mélasse, on les trouve très rarement blancs, parce qu'en général, ils font plutôt des rhums vieux. Hein. Donc c'est une rareté de faire. Et puis surtout, il n'y a pas de marché. Il y a du rhum de mélasse blanc comme ça. Alors, il y a quelques geeks qui aiment ça, mais quand on fait des cocktails style mojito, daiquiri, etc., on prend plutôt des rhums cubains, des rhums de mélasse distillés à fort degré. Et quand on prend plutôt du rhum blanc planteur en Tiponche, on prend du rhum agricole. Et donc là, on est ni l'un ni l'autre. Donc c'est un rhum qui a un micro-marché. Moi, je l'ai fait plutôt par curiosité. Et curieusement, les gens qui découvrent le rhum, c'est-à-dire qui ne connaissent pas le rhum, très souvent préfèrent celui-ci à l'agricole. C'est le paradoxe. Les gens, par contre, qui sont buveurs de rhum, souvent, ils sont un peu décontenancés, parce qu'en France, on a le palais habitué à l'agricole pour le rhum blanc. Donc là, on est sur notre produit. Après, j'arrête de déguster. Troisième Dame Jeanne, une tendance actuelle. Donc le rhum blanc, ça a été très longtemps l'apanage du Tiponche, hein, ça servait essentiellement à ça. C'était des rhums qui n'étaient pas très chers, hein, donc on était plutôt des grandes surfaces, des rhums à 10 € la bouteille. Et depuis, on va dire une dizaine d'années, il y a une tendance qui se développe, qui est le rhum blanc de dégustation, c'est-à-dire qu'on commence à avoir des rhums blancs de plus en plus qualitatifs, qui passent plutôt dans le marché caviste et non pas dans le marché grande distribution, avec des prix plus élevés du coup. Et parmi cette tendance, il y a les rhums, ce qu'on appelle monovariétaux. Donc monovariétaux, c'est l'équivalent de monocépage pour le rhum agricole, pour le rhum, pardon. Alors ça a plutôt du sens justement sur le rhum agricole, parce que là on travaille sur le rhum de pur jus. Et donc le but c'est de travailler une seule variété de canne. Certains vont plus loin parce qu'ils travaillent même des parcelles. Et donc alors là c'est un rhum de 2 distilleries. Donc l'un des champions là-dedans c'est l'Octo, qui travaille ces parcelles quasiment isolées. Canne bleue, canne rouge, Biel travaille la canne grise, Bologne la canne noire, Clément également, canne bleue, etc. Donc une tendance qui se développe. Là j'ai travaillé une canne rouge. Alors c'est vraiment la même variété de canne, il y a le même code, mais c'est 2 distilleries qui travaillent avec 6 mois de décalage. C'est encore une fois à Chamarel, c'est la fin de la récolte que Chamarel et l'Octo, justement la canne rouge de l'Octo. Et c'est un rhum que j'aime beaucoup, alors qui est curieusement moins expressif que celui-ci, c'est-à-dire qu'il y a moins de volatile, hein, ça saute moins au nez. Par contre, c'est un rhum qui a beaucoup de délicatesse et qui a des notes un peu briochées ou beurrées, c'est très délicat. Donc un très bon rhum de dégustation en canne rouge. Je fais un petit tour sur si j'ai des questions. Boule de flux barbade est terrible. Est-ce que je vais faire un bonne mobile? Je connais celui-là. Est-ce que je vais faire un rhum blanc de miel de canne ou de sirop de Dame Jeanne pour compléter la gamme? Miel de canne, ça me chauffe un peu. Je fais déjà du rhum de mélasse que je distille. J'ai quand même un souci majeur, c'est que j'ai 3 alambics. Et mes alambics, le plus grand fait 200 litres de charge. Donc quand vous chargez un alambic de 200 litres d'une matière fermentée, donc du jus de canne, du vin de canne ou du vin de mélasse, là on est entre 6 et 8 degrés. Et donc je fais 2 passes, donc il me faut 48 heures, parce qu'une passe chez nous c'est environ 6 à 8 heures. Et donc au bout de 48 heures de travail, j'ai à peu près 20 litres de rhum. Donc c'est très bon, mais c'est pas du tout rentable. Donc pour que je puisse faire ça de manière économique, il faudrait que je passe dans les alambics plutôt de 20 hectos, là, comme on a en cognac. Là, actuellement, mes alambics, ils ne sont pas faits pour faire des matières fermentées, ils sont plutôt faits pour redistiller. Donc, je fais de la redistillation de rhum, je fais monter, j'ai fait du Issan, du grog, j'ai redistillé de Cabras également. Là, comme je charge à fort degré, ça marche très bien. Mais si je travaille sur une base qui est à 8 degrés, le temps d'amener à 60 ou 70, je vais passer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour finalement très peu de volume. Donc, c'est un projet, mais je n'ai pas l'outillage. On me pose des questions sur les variétés de canne. Letty Mathieu, l'une des deux, mais je ne sais pas laquelle. En tout cas, effectivement, j'ai noté
Olivier de Chamarel et François Gontaud m'ont envoyé, c'est bien le même code, mais je ne sais plus lequel, je n'ai pas retenu par cœur. Dernière petite dungeon existante, après il y en a une future, la dungeon 4. Donc la dungeon 4, elle s'appelle l'Atlantique parce qu'il y a un petit souci juridique, enfin légal, hein, je respecte la loi souvent. Et la dungeon 4, c'est un Rome agricole. C'est-à-dire c'est vraiment un Rome agricole, territoire agricole. Ben, c'est le seul territoire agricole qui n'est pas français, c'est l'île de Madère. Et c'est une seule distillerie, donc c'est pas un assemblage, c'est Engenio do Norte, que j'ai visité il y a 2-3 ans maintenant. J'ai toutes visité les distilleries de Madère, mais Engenio do Norte, c'est celle que j'ai retenue. C'est un rhum qui s'appelle l'Atlantique pour plusieurs raisons. Première raison, l'AOC ou l'IGP rhum de Madère doit être embouteillé à Madère pour garder l'IGP. Et donc quand j'ai acheté ce rhum-là, j'ai signé auprès de l'IFBAM, qui est organisme certificateur des rhums de Madère, comme quoi je ne mentionnais pas Madère sur la bouteille. Donc il n'y a nulle part marqué que c'est du rhum de Madère. Donc j'ai marqué l'Atlantique, donc c'est du rhum du milieu de l'Atlantique. Voilà. Et deuxième raison pour l'Atlantique, et même pour la couleur bleue, c'est que c'est un rhum qui est fantastique parce qu'il a des notes marines, il a des notes salées. Je ne sais pas vraiment l'origine de ces notes-là. Il peut y avoir plusieurs types d'origine. La première chose, c'est que Engenio do Norte, c'est effectivement un moulin, une distillerie qui est près de la mer, mais vraiment au bord de la mer, et qui est sur la côte nord. Donc c'est une côte qui est très exposée, qui est dans les embruns, c'est tout le temps dans le brouillard, dans la brume. Donc ça peut être peut-être l'effet des embruns sur le rhum blanc. Après, il y a une deuxième raison qui est également probable. Dans les Antilles, souvent on acidifie un peu le rhum, le mou, hein, donc le vin pour faire des fermentations plus réussies. À Madère, ils font pas ça, et souvent ça donne des notes plus herbacées, donc qui peuvent être similaires à des notes marines. Donc en tout cas, c'est un rhum vraiment qui sent la mer, ça sent l'huître, hein, c'est très très particulier. Ça sent aussi beaucoup l'agricole, ça sent la canne, mais on est sur un rhum marin. Alors je ne le goûte pas parce que je fais quand même attention à au volume que je vais goûter aujourd'hui. Et la Dungeon 5, qui n'est pas sortie, donc c'était une des questions que j'ai reçues auparavant. Quand sortira la Dungeon 5 ? Voilà. Alors la Dungeon 5, elle est déjà prête, elle est déjà distillée. On travaille juste sur le packaging, sur la bouteille, parce que mes bouteilles de Dungeon sont très jolies, je les aime beaucoup, mais elles manquent un peu d'explication. Quelqu'un qui ne connaît pas le détail de rhum, mais il n'y a pas de visibilité, il marque juste 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc je retravaille l'étiquetage des bouteilles pour rendre les choses plus explicites. La Dungeon 5, elle est là, en prototype. Donc on travaille juste la bouteille, je change de verre parce que ça fait longtemps en plus que je ne l'ai pas goûté, donc c'est une bonne... Et donc c'est une seule distillerie, une seule provenance, un seul millésime, effectivement. Et c'est quelqu'un, c'est un ami, un ami cher, c'est donc la distillerie Isan. Ouais. La distillerie Isan, donc Thaïlande, c'est du rhum thaïlandais. Et en Thaïlande, alors, ça sent vraiment l'Isan, donc il y a un côté dans l'Isan qui fait penser un peu à... Moi j'ai l'herbe sèche, le foin coupé, etc. Quoi, donc on a vraiment cette signature. Et en Thaïlande, la réglementation est très contraignante et particulière, à l'exception des distillateurs qui font de très gros volumes, donc il n'y en a qu'un, c'est Thaïbel, donc le monopole on peut dire. À l'exception des gros distillateurs, tous les alcools sont interdits de production au-delà de 40% d'alcool, hein, donc, y compris l'exportation. Et donc 40% d'alcool, donc le Isan, qui est actuellement commercialisé, il y a 40% d'alcool. Et moi, mes dames jeunes ne sont pas à 40, elles sont à 57. Ouais, elles sont à 57 degrés. Et donc j'avais beaucoup envie de travailler du Isan. Et tant pour faire vieillir que pour Madame Jeanne. Et donc l'idée qu'on a eue, c'était finalement de redistiller. Donc c'est un rhum que j'ai reçu à 40 degrés, le rhum blanc, que j'ai redistillé, donc on a monté aux alentours de 60 et 70. Et ensuite, on a fait avec ça, la première fois, je l'ai mis en fût. Et donc c'est un futur brut de fût, donc on aura un Nissan en brut de fût prochainement, parce que ça fait 3 ans à peu près qu'il est en fût. Et après, on a fait une deuxième expérience. Donc David de Nissan a fait une distillation
à faible degré, donc un brouillis, c'est-à-dire une première passe. Actuellement, il fait une passe, mais il a une genre de plateau au-dessus qui fait que le rhum sort quand même un peu liquéfié, donc il est prêt à être bu. Là, il a fait une passe, donc un rhum qui n'était pas buvable, enfin pas buvable, qui n'était pas fait pour être bu, c'est-à-dire qu'il était trop faible en degré, qui était encore trop chargé. Et nous, on a fait vraiment une deuxième passe, et donc ça a donné ce produit-là, donc il sent le Mont-Louis-Saint, et qui a même des notes un petit peu pomme verte également. Et donc c'est la Dame Jeanne 5. La Dame Jeanne 5, elle a la particularité du coup d'avoir été distillée 2 fois, dans 2 pays différents, donc une fois en Thaïlande, et la deuxième fois chez nous à Aubagne. Donc très bon produit. Très bon produit. Et ça sent le Issam. Vraiment, c'est ça qui est formidable. Une petite anecdote sur le degré. Vous devez savoir, il faut quand même un petit rappel. 57, c'est le degré que j'ai choisi. C'est ce qu'on appelle le Navy Proof. Navy Proof, c'était le degré traditionnel de la marine britannique, parce que la marine britannique, donc la Royal Navy, achetait du rhum de manière constante, parce que les marins britanniques avaient une dose de rhum par jour, qu'on appelait au tot. Et si on se remet dans le contexte en 1800, 1700, etc., on n'a pas d'acomètre sur les bateaux, et donc il y a un test qui est très facile, c'est on mélange le rhum à la poudre à canon, à 57 degrés ou plus, la poudre à canon fonctionne encore. Donc on a acheté le rhum à 57 pour ne pas se faire escroquer et acheter du rhum dilué. Et c'était également une mesure de sécurité parce que le rhum était stocké dans les soutes avec la poudre, et donc si un flux de rhum éclatait et mouillait la poudre, eh bien à 57, c'est pas grave, elle fonctionnait encore, on pouvait toujours se défendre. Donc voilà pourquoi 57. Je regarde juste si j'ai quelques questions. Est-ce que j'ai un autre type de contenant? Alors c'est Jérôme Valané. Bonjour Jérôme. Non, alors pour les rhums blancs, non. Pour les rhums blancs, je n'ai que des Dame Jeanne. Mais effectivement, j'ai songé à autre chose. Parce que à mon métier, je suis ancien barman, je suis éleveur de rhum, distillateur, etc. Et je travaille aussi pour d'autres marques. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc, je travaille pour des grandes marques que tout le monde connaît, Ricard, etc. Et j'ai travaillé un petit peu. Alors, je travaille en formulation, en intégration de ce qu'on appelle la grille stratégie, donc intégrer les produits en cocktail. Un petit peu en ambassadeur aussi, parce que je fais quelques missions d'ambassadeur pour d'autres marques. Et dans ce cadre-là, j'ai fait deux séjours en Chine pour un produit qui s'appelle le Mutai. Et le Mutai, c'est un produit qui est extraordinaire. C'est de l'alcool de sorgho. C'est un produit qui est ultra particulier, mais qui a la caractéristique d'être élevé, donc vieilli, vraiment vieilli. C'est pas un repos. 5 ans en jarre. Donc eux, ils mettent des jarres. Souvent, ils les mettent semi-enterrés. Et il y a juste une feuille de papier dessus. Et donc là, il y a véritablement un vieillissement. C'est pas un repos comme je fais moi, puisque le Mutai, le Baijiu, c'est ça ce produit, il va jaunir. Il reste blanc, il n'y a pas de contact avec le bois. Et donc c'est quelque chose que j'aimerais bien faire un jour. Donc effectivement, avoir des jarres pour faire vieillir du rhum. Avec juste couverte d'une feuille de papier pour voir que ce que ça donne un rhum blanc extrêmement vieilli. Alors je l'ai vu une fois, je l'ai vu au Cap-Vert. Au Cap-Vert, ils publient des rhums en Dame Jeanne, avec des feuilles de bananier en termes de bouchon, qui bouchent mal. Et au Cap-Vert, il y a quelques rhums blancs, c'est très rare parce qu'il y en a moins en moins, qui du coup sont un petit peu jaunes, un peu pâles, mais sans aucun contact avec le bois. Donc c'est un des projets pour Jérôme. Maxime Pfeffer, bonjour, ça veut dire quoi acidifier le vin de canne aux Antilles? Alors, ils n'aiment pas trop en parler, mais je vais quand même le dire. C'est une pratique que tout le monde ne fait pas, mais qui est possible, qui est dans le cahier des charges d'ailleurs. Le vin de canne, tout distillat, de manière, quand on distille, donc que ce soit le cognac, que ce soit le bourbon, etc., on a des résultats qui sont souvent meilleurs quand le produit est acide. Donc si vous goûtez un jour un vin de cognac, donc les vins qui servent à faire le cognac, c'est un niveau d'acidité aussi fort que le vinaigre. Donc c'est ultra acide et ça donne un produit qui est fantastique. Dans le même registre, le bourbon, on a une technique qui s'appelle le sour mash, qui utilise le fond des vinaigres qui sont très acides pour remettre dans le vin de maïs, le vin de céréales, et donc ça donne des fermentations qui sont réussies.
Et en Martinique, eh ben, on met de l'acide directement hein, dans certains vins dans le Vézou, et ça donne des fermentations qui sont plus réussies que si on laissait vraiment la canne à l'état naturel. Donc acidifier, c'est une technique, alors c'est pas noble d'en parler souvent. Ça peut se faire avec les vinasse, aujourd'hui on met un peu d'acide, donc moi je ne décris pas du tout cette technique-là parce que ça donne de très bons résultats. Voilà. Ça donne envie. La DAB 25, ça va arriver, donc comme le Plymouth, j'ai pas compris par rapport au Plymouth, par rapport au gin. Ah oui, oui, d'accord, sur le degré. Alors certains gins de Plymouth, effectivement, sont à 57. Voilà. Je parle encore de deux autres rhums blancs. Old Manada, donc ça c'est une marque que j'ai réveillée. C'est une marque qui a été créée à Marseille en 1897. Qui est une marque historique, qui est citée par Jules Ronan dans ses ouvrages, on a trouvé beaucoup de bouteilles de Manada dans les tranchées de Verdun aussi, donc les poilus, on les faisait boire pour les envoyer au combat dans la joie, disons, pour se faire massacrer. Et donc une marque historique marseillaise, qui était la dernière, parce que Manada a produit jusqu'en 1970, à peu près. C'est une entreprise qui a été rachetée par Limignana, qui était une famille de pieds noirs qui est rentrée lors de l'indépendance de l'Algérie. Et ils ont racheté une distillerie. Eux, ils faisaient de l'anisette, qui s'appelle le cristal anis, qui est créé au 19e siècle à Alger. Et ils ont gardé cette marque en portefeuille. Et ils ont arrêté de la produire parce que le rhum a un goût d'anis. Parce que l'anis, ça colle à tout. Hein, ça colle au tuyau. Moi, je fais du pastis, par exemple, et tout ce qui touche le pastis ne touche rien d'autre. Les cuves, les tuyaux, etc., qui font le pastis, ne peut rien toucher parce que c'est un arôme qui est très très persistant et qui est très dur à nettoyer. Et donc eux ils ont arrêté pour cette raison-là. On a même goûté des vieilles bouteilles de Manada des années 70 et il y a un petit goût d'anis. Ça se marie bien en plus, mais à l'époque ça se vendait pas pour cette raison-là. Et donc on a relancé cette origine-là. Et alors c'est un rhum sur lequel il n'y a pas de provenance, mais tu peux me dire d'où ça vient. Old Manada travaillait essentiellement avec la Martinique. Et sur les vieilles bouteilles il y avait marqué Martinique. Sauf qu'à Marseille, le rhum on le bonifié, on le trafiquait, on peut dire, hein, ce qui est aujourd'hui totalement interdit, notamment pour le rhum martiniquais, c'est-à-dire qu'on le sucrait, il était édulcoré, etc. Donc nous on a pris cette liberté. Donc c'est du rhum martiniquais, pas que, parce qu'on a mis un peu de guadeloupéen, de canne rouge justement, et il y a une petite édulcoration, donc une légère édulcoration, et on édulcore avec des sirops qu'on fait vieillir en fût, donc qui sont des sirops vieillis, et qui vont donner une petite patine, une petite douceur. Donc c'est totalement illégal pour la Martinique, mais comme on revendique aucun nom, on a quelque part des notes martiniquaises, mais avec une petite douceur de sirop vieilli. C'est ce que fait Plantation également, c'est ce qu'il fait dans le cognac. C'est une technique qui était utilisée. À Marseille, on était souvent également du cuir dans le rhum. Hein, c'était dans mes vieux documents, il y a ces techniques-là. Moi, je n'ai pas mis de cuir, mais c'est un rhum voilà, qu'on a, nous, bonifié, comme on dit à Madère. Est-ce qu'il y a des questions? Le Plymouth, bonjour Hervé. Et dernier rhum blanc, mon petit chéri, un de mes petits chéris encore, que je n'ai pas mis sous la marque Ferroni. Alors Letty Mathieu, je te demandais tout à l'heure sur le sucre. Donc ça c'est ce qu'on appelle du grog. Alors le grog c'est un produit qui est extraordinaire en termes de rhum blanc. C'est pour moi la plus belle découverte que j'ai fait ces dernières années. C'est un rhum, alors ça s'appelle pas rhum, ils appellent ça grog. G-R-O-G-U-E ou G-R-O-G-U, Grogu. C'est certainement le rhum le plus ancien et dans sa date de création et dans sa méthode de fabrication, parce que si vous allez voir au Cap-Vert comment on fait le grog, c'est la même chose que les gravures du tertre en Martinique il y a 200 ans. Ils travaillent comme il y a 200 ans. Je vais sur une île en particulier qui est Santo Anta, qui est l'île la plus au nord, qui est celle où il y a le plus de canne à sucre. Et cette île était enclavée, et donc ils ont toujours fait ce rhum-là de manière immuable, parce qu'il n'y avait pas de marché à l'exportation, il n'y a pas de sucre, donc il n'y a pas de sucrerie. Il y avait, la première année où je suis arrivé, c'est mon 7e voyage, la dernière fois je suis allé avec Luc Litchgill, barman de Carrie Nation et Anto de Old Brother, et c'est en train de se moderniser, mais lors de mon premier voyage, il y avait 600 distilleries sur l'île, ça faisait une distillerie pour 80 habitants, pour vous dire à quel point c'était empirique. Aujourd'hui, ça se modernise, ils sont en train de prendre conscience qu'ils ont un patrimoine,
Et c'est un rhum qui est unique, donc c'est du rhum de pot still, mais de tout petits pot still, c'est des pot still qui font entre 80 et 150 litres, et qui est distillé surtout une fois et demie. Alors fermentation longue, comme les Jamaïcains, qui fermentent entre 10 jours jusqu'à 2 semaines parfois, et distillé une fois et demie, c'est-à-dire qu'ils vont faire une passe, comme pour un rhum de pot still ou de cognac classique, et ils font une deuxième passe, et lors de la deuxième passe, ils remettent du Vézou, ils remettent du Vancan. Et là, ils vont faire leur cœur. Donc ils ont du coup un mélange de produits qui a été distillé une fois et 2 fois, et ça sort d'un alambic aux alentours de 47 degrés, donc c'est très faible. Du rhum qui sort brut d'alambic à 47, ça n'existe pas. Et donc là, ça n'existe pas, sauf le grog. Et du coup, on a une puissance aromatique qui est colossale. On a un niveau d'ester, de TNA qui est au-delà des rhums jamaïcains, qui est au niveau du grand arôme, etc. Donc ultra puissant, mais sur des notes agricoles. C'est des rhums qui sont très artisanaux, empiriques, un peu comme le mezcal par rapport à la tequila. Donc très irréguliers. On a des rhums qui sont parfois très bons, parfois ratés, qui ont parfois des notes de vinaigre, des notes de fermentation réussies ou ratées, mais toujours beaucoup de caractère. Donc moi, je fais essentiellement le travail de sélection. Je choisis, j'assemble. C'est un rhum aussi que je me suis amusé à redistiller pour mettre en fût, parce que justement 47, c'est pas assez fort pour mettre en fût, plutôt avec des alentours de 60, 65. Et donc moi, je vais redistiller du rhum ici, du grog ici, pour mettre en fût. Donc le but, c'est également de faire du rhum vieilli. Ils ont plutôt une tradition de rhum blanc. Au Cap-Vert, il y a très peu de rhum vieilli, ou ce qu'ils appellent vieilli, c'est 1 an, et puis c'est des fûts qui sont très lessivés, donc il n'y a pas beaucoup d'arôme, enfin pas d'arôme du vieillissement en tout cas. Voilà, donc un produit fantastique, Bulkau. Alors Bulkau, c'est un grog en général, une caractéristique particulière, c'est que c'est tellement aromatique que dès que vous ouvrez la bouteille, ça sent dans toute la pièce. Donc là, je sens déjà le produit, comme le grand arôme d'ailleurs. Et puis, je vais denter un petit peu. Et puis en bouche, eh ben ça a beaucoup de persistance. Et c'est aussi pour moi un formidable jouet parce que en assemblage, eh ben, c'est un super assemblage. Quand je fais des blends de rhum, une goutte de grog, eh ben, ça change le relief. C'est comme l'agricole, mais avec beaucoup plus de puissance, avec en plus des notes fermentées. Il y a un truc vraiment jamaïcain. C'est entre le jamaïcain et l'agricole, donc c'est un très bon produit. Un produit que j'aime beaucoup, en tout cas. Je t'en mets une de côté. On verra. Alors, juste une question sur Louise. J'aime bien parler de ça. Et d'ailleurs, je ne tranche pas. Ajout de sucre pour ou contre. Donc, il y a 12 000 forums qui ont débattu de ça. Moi, je vais vous dire, je ne suis pas contre, en tout cas. Je ne suis pas contre. La seule chose que je demande, ou que je souhaite, moi, c'est la transparence. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font de très bons produits. Même certains dans l'agricole qui font des produits qui sont fantastiques, qui sont à la marge ou presque un peu en dehors des fois de l'IGP ou de l'AOC, mais qui sont extraordinaires. Donc l'ajout de sucre, moi je trouve, si c'est dit et c'est assumé et que c'est transparent, eh ben, j'y vois aucune opposition. Je vois aucune opposition, puisque d'ailleurs je le fais pour certains rhums, même pas compris pour celui-ci, mais quand je le fais, je le dis. Et on peut bien faire. Ce que je fais plantation, par exemple, je veux dire, ces sirops des années, ben, moi je trouve que c'est très bien. Ils assument, ils disent, ils mettent, ben, c'est transparent, c'est formidable. Voilà. Après, ce que j'aime moins, c'est quand on met du sucre et des arômes, etc., et qu'on ne dit pas. Voilà. Donc ça, c'est pas bien, mais moi quand on met du rhum, quand on met du sucre dans le rhum, si c'est assumé et que c'est marqué, c'est formidable. Pour moi, le meilleur exemple de cette pratique, parce que c'est aussi une liberté, hein. C'est bien, les AOC, etc., c'est bien, mais la liberté, c'est aussi intéressant pour certains producteurs. C'est Amadère. Amadère, territoire agricole. Donc ils ont un organisme certificateur qui est ultra rigoureux, même plus rigoureux qu'en Martinique, parce qu'ils ne peuvent même pas ouvrir leur flux. C'est-à-dire que les flux sont scellés. Quand on veut ouvrir un flux, Amadère, il faut que l'organisme vienne, qui décèle le flux, qui enlève le numéro, etc. Donc ils ont un organisme certificateur qui est, il n'y a que 5 distilleries, donc c'est facile à contrôler, et puis peu de volume. Néanmoins, c'est ultra rigoureux. Et à Madère, ils ont territoire agricole, ils ont une appellation qui s'appelle bénéficiable. Bénéficiable, c'est des rhums qui sont légèrement édulcorés ou dans lesquels il y a un petit ajout, mais qui ne sont pas des rhums à manger, c'est des rhums dans lesquels on a laissé la liberté aux producteurs de le modifier légèrement
par du sucre, par de la mélasse, par du miel de canne, etc. Mais c'est marqué sur la bouteille, donc ça c'est très bien. Et donc quand le consommateur il veut un rhum blanc sec, pur agricole, il prend un pur agricole, et s'il veut quelque chose d'un peu plus doux, il prend le bénéficiaire, mais il sait ce que c'est. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je termine de côté? Oui, bon ça, après la tempête du Covid, est-ce qu'il y a des pertes d'arôme lors de la redistillation n'est pas trop importante? Un petit peu, plus on redistille, plus on perd, plus on monte de degrés. Donc on l'a remarqué, mais après c'est aussi, il y a on perd, mais en même temps on concentre, parce que du coup, comme je commercialise en brut de fût, eh ben, il n'y a pas de réduction. Donc je perds un peu la distillation, mais quelque part, comme nous on vend un brut de fût au 57, c'est plus fort que du 40, donc on a quand même finalement un tiers de produit en plus pour le même volume. Donc on récupère ça après par la non-réduction du produit, ou la plus faible réduction. J'ai parlé de Alors Rémi, bonjour Rémi. J'ai pas de Nico, je suis désolé. J'ai parlé de grand arôme plusieurs fois, pour te donner la définition STP, il y a aussi le triple arôme. Le triple arôme, je n'en parle pas. Le grand arôme, c'est un rhum de mélasse d'origine française, à fermentation très lente. Donc il développe beaucoup d'arômes lors de la fermentation et qui est distillé en pot de style. Donc deux producteurs en France, enfin j'en connais deux, en tout cas en France je veux dire traditionnelle, en dom-tom on va dire, Savannah à La Réunion et Baie du Gagnon en Martinique. Après, moi ce que je fais sous le nom de la Guidive, c'est du grand arôme. Ce que fait également Bose à Montauban, c'est aussi un genre de grand arôme. Je ne sais pas si ça suffit comme définition, mais voilà. Est-ce que le sucre peut sublimer le rhum? Bon, c'est un débat, oui ou non. Liti Mathieu est d'accord avec moi, merci beaucoup. Brut de fût de Madère prévu. J'en ai en fût du Madère, donc il y en aura, mais j'en ai pas beaucoup. J'en ai en fût, donc ça sortira un jour aussi, mais le Madère. Alors quand je travaille des bruits de fût, on va y venir tout à l'heure. Quelle heure il est? Je travaille à partir de rhum vieilli. Si je peux trouver des rhums vieux, c'est très bien. Je travaille aussi à partir de rhum blanc. L'avantage de travailler à partir de rhum vieilli, c'est que c'est plus rapide. Et le rhum blanc, ça me prend 5-6 ans. Donc ma rhum de Madère, j'en ai depuis quelques années, mais il sortira dans longtemps. On m'a vu mettre David de VNB. On m'a vu mettre la cuvée privilège dans les fleurs de la côte. J'en parle tout à l'heure, on ira faire un tour, il est derrière moi. Voilà. On a fini les blancs. Rapidement, pour pas trop déborder, je vais parler avant de parler des vieux, je vais parler des petites spécialités particulières. Première chose, un overproof. Ça c'est très bien pour le Covid, parce qu'on est à 74 degrés, donc ça désinfecte, vraiment, hein, c'est pas une blague, ça désinfecte vraiment. Donc 74 degrés, on peut se laver les mains avec. Ouais. 40 degrés, c'est pas assez fort. 70 et plus, c'est bon. Donc c'est un assemblage particulier, parce que c'est des rhums de mélasse très aromatiques, un peu comme la Dame Jeanne 2, et du rhum agricole. C'est un rhum qui, curieusement, je ne sais pas si on voit la couleur, il a 3 mois de fût, donc c'est quasiment un rhum blanc. Hein. Mais c'est du rhum, c'est des fûts de vin cuit. Le vin cuit, c'est une tradition plutôt d'Aix-en-Provence. C'est un vin qui est illégal, enfin le nom est illégal, parce qu'on n'a pas le droit de l'appeler vin, parce que c'est pas du vin, en fait, on fait cuire le raisin avant de le vinifier, ce qui est interdit pour l'appellation vin. Et donc on le fait cuire, ça le concentre en sucre, et du coup il est tellement sucré qu'il ne pourra pas, lors de la fermentation, transformer tous les sucres en alcool, donc il en restera une fois fermenté. Un peu comme le sauterne, mais c'est du sauterne fait de manière artificielle, c'est-à-dire en cuisant le vin. Et sauf qu'en cuisant le vin, on change de goût. C'est-à-dire que ça va donner des notes de compote, de résine, etc. Donc c'est un produit qui est très particulier, qui se boit plutôt à Noël, en Provence. Tout petit volume, c'est environ 4 fûts par an. Et donc quand j'avais terminé ma recette d'overproof, j'avais fait un overproof à l'origine pour Carination, pour qu'il puisse flamber les cocktails, etc. J'ai eu des fûts qui se sont libérés, donc je l'ai testé en fût de vin cuit. C'était un résultat qui était fantastique. Donc voilà, un très bon produit qui brûle, faire attention quand on le boit, mais qui est fantastique. Deuxième produit sur lequel je me fais un peu dépasser par les volumes, parce que ça a beaucoup marché, Boucan d'Enfer. Boucan d'Enfer, première édition sortie d'ailleurs sous le nom de Le Boucanier.
mais qui est une marque qui appartient à HSE. Mais j'avais pas fait attention, donc il y a quelques étiquettes de boucaniers qui sont collector. HSE est de la gentillesse de... Merci d'ailleurs. Enfin, HSE, je me laissais terminer mon premier lot et ne pas avoir rembouteillé mes bouteilles. Donc j'ai rebaptisé Boucan d'Enfer, c'est aussi un joli nom. Ça évoque le boucan, donc là où on fait fumer, hein, le poulet notamment. Parce que c'est un rhum qui est fumé, c'est un rhum que j'élève en fût de whisky tourbé, en fût de Laphroaig. Ils sont derrière moi, je les montrerai tout à l'heure également. Donc c'est un rhum qui est très tourbé. Alors ceux qui n'aiment pas la fumée, ils ont horreur de ça. Les amateurs par contre de whisky tourbé, là ils trouvent leur compte. Des produits qui sortent, qui sont plus des rhums. Falernum. Falernum, c'est une liqueur à base de rhum. C'est une liqueur à l'origine de la Barbade, mais qui a une origine plus ancienne, parce que c'est une origine... le Falernum, en fait, à l'origine, c'est un vin romain, hein, donc c'est antique. Ça correspondait à... C'était une définition d'une liqueur, d'un produit doux. C'est un vin romain qui était sucré et aromatisé avec des épices, etc. Et qui finalement a repris un deuxième essor à la Barbade. Et donc c'est une liqueur sur base de rhum avec blue girofle, piment de Jamaïque, donc le 4 épices ou le bois d'Inde, gingembre, amande, branches d'amandes grillées et agrumes. Après le mien est beaucoup plus complexe avec quasiment une quinzaine d'épices. Et surtout, je le fais vieillir, c'est un Falernum qui est vieilli en fût. Deuxième produit, un rhum au miel. Voilà, c'est un très bon produit. C'est un bonbon. On a pris un miel de Provence qui est fantastique et ce rhum au miel, il a des notes de cire. C'est pour ça qu'on l'a retenu. C'est un rhum qu'on filtre pas, donc parfois c'est un petit peu trouble, je ne sais pas si on voit, parce que justement on filtre pas. On a les notes de cire, on a l'impression de manger du miel qui sort de la ruche. Et il y a un petit peu de safran également de Marseille, justement. Et dernier produit à base de rhum. Bon là on est encore un produit qui frise l'illégalité, mais bon il faut parfois un peu comment dire, contourner les normes pour faire des choses un peu créatives. Donc c'est un gin en termes de technique, donc c'est un distillat de genièvre, angélique, coriandre, etc., aromate de gin. Sauf que pour un gin il faut distiller sur base d'alcool neutre, hein, ça c'est la loi, et moi je distille sur base de rhum. Alors comment je peux appeler ça gin, quel est mon argument? C'est que j'ai pris de l'alcool de canne à 96 degrés, donc qui est effectivement de l'alcool neutre, et j'ai pris également de l'agricole et du grand arôme, là qui ne sont pas du tout neutres. Hein. Et comme je ne revendique pas l'appellation London Dry, je revendique juste l'appellation gin, j'ai le droit aux arômes. Et donc mon argument de défense, c'est que l'agricole et le grand arôme, je les rajoute en tant qu'arôme. Sauf que je les rajoute avant la distillation, mais ça la loi n'interdit pas, et que j'en mets 60%. Et ça, la loi ne précise pas non plus. Donc un gin plus ou moins légal, donc il sent le rhum, ça fait de très bons petits punch, hein, alors c'est zéro, c'est pas rhum arrangé, il y a zéro trace de sucre, ça sort de l'alambic, mais ça une explosion de rhum agricole. Je regarde ces quelques questions. Mathieu-Etty qui suggère de mettre 2 gouttes de Boucan d'Enfer dans les huîtres. Bon. Anto, hello mon ami. Bonjour Anto. Tout drink mon frère. Bravo. Élaboration de type pinot rhum et jus de canne. Alors ça je peux pas. Oui, en fait c'est ce qu'on appelle un ratafia. Hein. C'est ce qu'a fait, je crois que c'est Trois-Rivières qui a fait le ratafia. Je peux pas pour deux raisons. Alors je pouvais faire Pinot des Charentes, mais eux ils vendent pas leur fût, ou quand ils vendent leur fût c'est qu'ils sont plus bons. Donc ça, je pouvais faire un rhum vieilli en fût de Charente, de Pinot des Charentes. Après le fait de faire un produit muté, c'est-à-dire faire fermenter du jus de canne et le couper au rhum pour faire un ratafia, c'est une idée que j'avais eue, même avant Trois-Rivières je pense. Mais il faut du jus de canne. Et le jus de canne, j'en ai pas à Marseille et ça ne transporte pas. C'est pas un produit, c'est un produit qui est très périssable. Ça ne transporte pas, donc si un jour j'en fais, il faudra que je le fasse ailleurs, donc peut-être au Cap-Vert où je vais souvent, ou en Martinique, etc. En tout cas, je ne pourrais pas le faire ici. Je pourrais faire ici la même chose avec du vin de mélasse. Mais le vin de mélasse, c'est quand même beaucoup moins digeste que le vin de canne. Donc c'est très particulier, sans réglisse, etc. Donc c'est pas quelque chose que je laisse tomber, mais pour le moment, j'ai pas fait, voilà. Et maintenant, on va arriver aux brutes de fût. Alors je ne sais pas si on les voit ici, les brutes de fût. Ils sont là. C'est des petites bouteilles comme ça. J'en ai une trentaine. Donc je ne vais pas tous les goûter. On va faire une sélection. Je vais vous dire ce que j'ai.
Alors attention parce que ça va donner des envies pour les années à venir, parce que j'en ai quand même pas mal. Je fais la liste de mes chais actuellement, ce que j'ai en vieillissement. Chamarel 2013, double distillation, donc le Chamarel double distillation. La Bourdelais 2013, donc ça c'est Maurice. J'ai du Rémoninck, alors j'ai du Rémoninck 2012 et 2016. Rémoninck c'est une distillerie que j'adore pour les vieux. Fameuse distillerie dont les rhums sont sujets à controverse, voilà, parce qu'on est parfois à la marge, voilà, de l'inégalité, mais moi je trouve que c'est fantastique le Rémoninck. J'ai du Foursquare 2006, donc un millésime culte, que je voudrais mettre en fût de cognac, comme le fameux Foursquare 2006 sur lequel tout le monde spécule. J'ai du Port-Morand 2008. Alors j'avais une question de qui? J'avais une question aussi par écrit avant de Vincent Loira. Possibilité de sortie de Belize en brut de fût? Oui, et même 2 fois. Première chose, du Belize 2007, j'ai dit que j'en avais plus, c'est faux, j'en ai, c'est pas le même, j'avais un Belize 2007 qui avait 3 ans d'âge, que j'ai fait vieillir en toute petite barrique de 56 litres dans mon chai à Marseille, et j'en ai retrouvé chez un broker à Liverpool qui était beaucoup plus vieux, donc j'ai payé beaucoup plus cher, et que j'ai refait vieillir de la même manière dans mon chai à Marseille en petite barrique. Donc j'ai ce Belize 2007, j'en ai encore. Il sortira quand il sortira, donc j'ai pas de date de sortie encore, mais j'en ai et ce sera certainement un produit fantastique. À l'origine, j'avais acheté tout le stock que j'avais trouvé de Belize 2007 parce que je trouve qu'il y avait des notes qui se rapprochaient du Caroni. Je suis curieux. Et donc j'avais pris tout le stock que je trouvais. Et si ce n'est que dans mes fûts de cognac, il s'adoucit, donc les notes entre guillemets Caroni, un peu pneu brûlé, etc., s'estomper. Voilà. Donc, mais je vais en avoir. Et j'ai un deuxième Belize. J'ai un Belize 3 ans d'âge qui est rentré il y a à peu près 3-4 mois, qu'on a mis en flux également. Donc il y a un deuxième Belize qui sortira, qui lui sera beaucoup plus accessible. Le 2007, à mon avis, il sortira en édition un petit peu chère, luxe, on va dire. Alors, quelques petites questions. Après, je continue mon inventaire. Grosse pénurie sur la guilledille. Eh bien oui. Oh, ça. Oui. Et ben c'est toujours c'est ce que j'ai évoqué. Je fais de la guilledille. La guilledille, c'est le rhum que je fais de A à Z. Donc, je fais un rhum dans mes alambics qui date de 1800-1900, donc très vieux alambics. C'est du rhum de ménace, fermentation longue. Et j'utilise des vinasses lors de la fermentation. C'est-à-dire que je dilue ma ménace à la vinasse et à l'eau chaude, et un peu comme font les Jamaïcains, hein, et ça donne un rhum très très aromatique. Le souci que j'ai, c'est que mes alambics 200 litres, il me faut 48 heures pour faire 20 litres. Donc c'est très 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 long, c'est très peu rentable, parce que du coup il y a beaucoup de temps, beaucoup de gaz, je chauffe au gaz. Cette année on a commencé les chauffes au bois également, c'est un peu plus performant, parce qu'on a un alambic qui marche beaucoup mieux au bois. Donc on en sort très peu. Voilà. Donc on en a fait cette année, ça sortira, mais on en fait finalement très peu, donc c'est un produit qu'on diffuse moins parce qu'on a des petits volumes. Rémoninck, ok. Pinot, fût de Pinot, merci Tonnerre là-bas. Merci Willy. Eh ben, on en parle des fûts de Pinot. Dame Jeanne d'un R2D2. R2D2, c'est le petit alambic alsacien que j'ai, c'est son surnom. C'est la guilledille, elle a été faite dans R2D2. Donc alors, ce que j'ai encore en fût, Bédu Galion, donc le fameux Grand Arôme, j'ai du 2016 et 2017, du Loctocane Rouge 2016 en fût, du Issam, j'en ai parlé, j'ai du Bel Cabresse. Alors je profite pour faire un gros bisou et beaucoup d'encouragement à Catarmeul, parce que je sais que passe pas très agréable. Donc s'il vous plaît, buvez du Toucan actuellement, hein, buvez du Toucan. On en a besoin, Catarmeul, c'est une très belle aventure. C'est une femme très sympathique qui porte sa marque à bout de bras. Elle parlait même d'arrêter, donc il faut vraiment l'encourager à continuer. On a un très bon produit, une femme qui compte beaucoup dans l'univers du rhum et qui défend vraiment la Guyane, qui est aussi un terroir de rhum dont on ne parle pas beaucoup finalement par rapport à la Réunion, à la Martinique et à la Guadeloupe.
Donc elle porte aussi ce terroir finalement, hein, à bout de bras. Et donc bisous à Kat, et encouragez-la, et lui du Toucan. Voilà. Donc j'ai du Belcabrès, donc la distillerie qui fournit Toucan. J'ai du Rivière du Mar, 3 ans d'âge, j'ai du Belize, j'ai Brasseur d'Enfer, et puis on va parler de 2 trucs, et puis ça va être fini, je pense, hein, parce qu'on est à peu près à l'heure. Attends, je vois s'il n'y a pas des questions. D'où vient la mélasse utilisée pour la guilde? J'en sais rien. J'en sais rien. Alors c'est de la mélasse de négoce. La mélasse, quand elle arrive en métropole, elle est toute mélangée. Elle vient. Si un jour vous avez la 7, vous verrez les cuves de mélasse de 7, c'est plus gros que les cuves de pétrole. Hein, elles font 20 mètres de haut, 40 mètres de large. On les voit très bien quand on est sur le Mont-Com. Donc c'est une mélasse toute provenance. Et c'est de la blackstrap, donc moi je faisais plutôt la qualité de mélasse. Hein, donc c'est de la blackstrap. Et honnêtement, très sincèrement, je pense que ça n'a pas beaucoup d'influence sur le goût d'où vient la mélasse. C'est plutôt la catégorie de mélasse qui a le goût. En l'occurrence, les distilleries qui travaillent la mélasse, dans les îles antillaises, travaillent souvent de la mélasse d'importation, hein, qui vient du Brésil, qui vient du Suriname, etc. Donc le rhum, par exemple, de Barbade n'est pas toujours fait avec la mélasse de la Barbade. Voilà. Donc moi je trouve ça peu d'importance. Peut-être je me trompe, mais... D'autres projets similaires au Carry Nation? Non, mais on va ouvrir à Marseille... on comptait ouvrir à Marseille un nouveau projet, mais on va ouvrir, mais on ne sait pas quand, parce qu'on attend que cette année grippe ou Corona se termine. On a un workshop, un projet qui va s'appeler l'Atelier du Rhum, qui sera rue Neuve-Sainte-Catherine. Alors rue Neuve-Sainte-Catherine, en plus, c'est fantastique comme adresse, parce que c'est là où Saint-James a démarré. Hein. Saint-James a démarré à Marseille. Alors, ils n'aiment pas trop en parler, donc je cache un peu, mais Saint-James a démarré à Marseille. Donc c'était en face des anciens chais de Saint-James. Et donc on va faire un petit chai sur place, un atelier de dégustation de rhum et d'initiation. Donc prochain projet en termes de commerce, ce sera celui-ci. Voilà. Pour le moment, j'en ai parlé. Ça, c'est la question de David. Hors sujet, pastis. Ouais, c'est hors sujet, bon. Après, c'est juste le temps. Hein. Bon, mon pastis, 19 plantes, je ne voulais pas vous les citer. Il est fait ici, tout au fond. La caractéristique, c'est que je travaille avec des plantes fraîches du domaine. Toutes les plantes de mon pastis sont cultivées ou sont sauvages sur le domaine, donc que des plantes fraîches. Deuxième caractéristique, c'est qu'il vieillit en foudre. Donc c'est un pastis qui est comme la chartreuse se bonifie. Voilà. Fin de la parenthèse, parce qu'on est sur la confrérie du rhum et pas la confrérie du pastis, donc je peux répondre après en message privé. Donc je crois qu'on va bientôt arrêter, on est quasiment à 1 heure. Donc 2 projets. Il y a un rhum que je n'ai pas ici, puisqu'il est en train de faire le tour de l'Atlantique. C'est ma cuvée Tornavia Gem, qui est partie avec Tresson-Brest, les Frères de la Côte, etc. Donc c'est un petit fût dans lequel on a mis des bombes atomiques. Alors, Anto de Brother a mis un fût plus gros, dans lequel aussi il a mis une bombe atomique, mais mono-distillerie. Il dira lui, hein. Il n'a pas voulu le dire, il n'a pas voulu l'écrire, mais moi je sais ce que c'est. Moi j'ai mis un assemblage, donc j'ai mis du Belize, j'ai mis du Cantarum, j'ai mis du Grog, donc j'ai fait un assemblage de super produits ultra aromatiques dans un petit fût de 50 litres qui fait le tour du vieillissement dynamique et qui va arriver, je ne sais pas quand, peut-être que je vais arriver, mais prochainement. Et maintenant, je vais faire, alors, on va arrêter, 2 produits, voilà, 2 produits. Le dernier, on ira le déguster ensemble, il est derrière. Et parmi les brutes de fût, alors je prends la caméra, comme ça je vais vous montrer un peu. Est-ce que ça marche? Alors, la première chose, ça c'est les petits échantillons de brut de fût qu'il y a. Et ce que je voulais montrer, c'est ça. Alors ça, c'est un projet... c'est un projet qui sortira dans... Enfin, pas un projet, puisqu'on est déjà en fabrication, mais ça a démarré il y a déjà 2-3 ans. Il y en a aussi en bas. Je veux faire en fait un produit de rhum balsamique. Alors le rhum balsamique, alors ça n'existe pas, hein, donc c'est moi qui ai créé le terme.
ce qui existe, c'est le vinaigre balsamique. Le vinaigre balsamique, qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait? C'est un vinaigre, bon, qui est fait à base de vin cuit, justement, de mou cuit, mais qui a la particularité de vieillir dans une batterie de fûts. Et il va se concentrer, et au fur et à mesure, on va changer de fût. Et le principe, j'ai même pris un schéma, je vais vous montrer. J'ai même pris un schéma, je ne sais pas si on va voir, voilà. Le principe, c'est ça, on passe de fût en fût, et au fur et à mesure, on concentre. Et l'idée, c'est de changer d'essence. Donc on va prendre un fût de chêne français, un fût de chêne américain, un fût de cerisier, un fût de mûrier, un fût de genièvre, etc. Donc là, c'est des fûts que j'ai fait faire à Modène, justement. Donc je vous montre celui-ci, par exemple, voilà. Frasino, c'est du frêne, donc c'est pas du tout... Là, on a en bas du fût de cerisier. Voilà, cerisier, ciliegio, c'est le cerisier. Après, on a mûrier. On a du fût de genévrier. Genévrier, c'est un fût sur lequel j'ai du mal à obtenir parce que c'est une essence qui est protégée, parce que ça pousse très lentement. Et là, justement, c'est Willy de la tonnellerie de Navarre qui me travaille sur le sujet pour me faire des fûts en fond des genévriers. Et donc, le but, c'est justement d'avoir quelque part un rhum qui va basculer de bois en bois. Et j'en ai pris un petit échantillon. Donc ça, c'est le rhum de fût. Ça, c'est Frêne, pardon. C'est celui-ci que je voulais goûter. Voilà. Le balsamique cerisier. Et le balsamique cerisier, eh ben, c'est ultra space, quoi. C'est ultra space. Parce que ça sent le bois. Ça sent pas du tout le bois qu'on connaît dans le rhum. Ça sent un peu la résine de cerisier. Je sais pas si vous avez déjà mangé ça. Bon, ça sent un peu le comment dire, presque le plastique, le mastic, la gomme arabique, etc. Ça donne beaucoup de douceur et ça va faire un produit qui sera ultra singulier. Et donc le but, comme ça, c'est de faire 5 essences de bois pour faire ce rhum balsamique. Et donc là, j'en suis à 3 essences, puisqu'on a fait chêne français, on a fait cerisier et frêne, voilà. Et je vous emmène, on va finir ensemble. Alors je l'ai fait la vidéo cette semaine, hein, vous avez dû la voir peut-être, mais il y a quand même le cadavre de la cuvée privilège. Moi, j'ai fait quand même une connerie au niveau financier, mais bon, c'est parmi les aventures du coronavirus. Donc ça, c'est le fût que m'a ramené Guillaume de Roanny. Merci Guillaume. C'est le fût de Très Sombresse, donc qui contenait naturellement de la favorite, qui a été embouteillé par les frères de la Côte. C'est un peu